Action. Je m'appelle Makenga Kamil Chimanga. Pour le moment, je suis chargé de projet au centre d'intégration pour les immigrants africains ici à Vancouver. Nous tâchons de faire circuler l'information entre les Africains qui arrivent pour qu'ils connaissent mieux la société canadienne, mais aussi en même temps nous faisons circuler l'information dans la société canadienne pour qu'ils connaissent davantage les Africains, de sorte que l'intégration puisse se faire en moins de temps possible. Dans notre projet, nous voulons faire passer de 17 ans à 3 ans pour intégrer quelqu'un qui vient d'Afrique, ici au Canada. Comme vous voyez, ce qui est important, c'est l'information, parce que tous, nous agissons en fonction de l'information reçue. Quand l'information reçue est bonne, l'action que l'on fait aussi sera bonne, sera correcte. Et si l'information reçue est erronée, l'action nécessairement échoue parce que la nature n'a pas pitié de quelqu'un qui est dans l'erreur. Et puis, en même temps, parallèlement, je suis pour le moment aussi les présidents sectionnaires à l'intérim pour la province du Pacifique, donc particulièrement pour la Colombie-Britannique, pour l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, la Fédération de la Colombie-Britannique, la section de la Colombie-Britannique plutôt, et dans la Fédération du Canada. Et dans chaque pays étranger, on tâche de faire intéresser non seulement les ressortissants congolais à la chose politique congolaise, mais aussi, surtout, les milieux gouvernementaux, les milieux d'affaires des pays que nous habitons. On veut leur donner de l'intérêt, de l'information pour qu'ils agissent, au cas échéant, sur le Congo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu du Congo, de mon pays, la République démocratique du Congo, qui connaît une situation particulièrement difficile. Mais il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Nous sommes devenus indépendants en 1960, le 30 juin 1960. Et cette indépendance était voulue dans l'immédiat. Ça signifie que nous sommes passés d'une situation où le pays était totalement géré par les Belges à une situation où le pays était entièrement géré par les Congolais. Bien sûr, cette situation n'a pas plu à beaucoup de Belges et beaucoup d'Occidentaux, ce qui nous a amené à la première crise, le coup d'État contre le gouvernement alors élu de Patrice Emery Lumumba. Et ce coup d'État a fini par la mort tragique du Premier ministre, Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961 à Lubumbashi, alors Elisabethville, au Katanga. Et depuis ce temps-là, régulièrement dans la situation de notre pays, il y a toujours des fils du Congo qui se battent pour que le pays soit libre, que le pays soit indépendant, soit souverain du monde. Et à travers le monde, nous avons deux sortes de peuples. De peuples libres et de peuples esclaves. Vous avez déjà entendu souvent les dirigeants occidentaux parler du monde libre. En fait, les peuples libres sont ceux qui peuvent se doter de chefs. Ils choisissent eux-mêmes leurs chefs. Non seulement ils les choisissent, mais en plus de ça, ils contrôlent leur gestion. Et ils peuvent sanctionner cette gestion. La sanctionner de manière politique par des élections,
Quand on relie un gouvernement, c'est pour dire qu'il a bien géré. Et si on élit un autre, c'est pour dire au premier qu'il n'était pas bon. Ou encore de manière juridique. Vous gérez mal, vous êtes jugé. Au besoin, la justice vous condamne. Tandis que le peuple d'esclaves, eux, ils ne peuvent pas se choisir de chef. Ils ne peuvent pas faire de loi. Ils obéissent aux lois qu'on leur impose par leur maître et ils ont le chef. Généralement, ce sont des esclaves parmi d'autres qui sont choisis pour les gérer. Et c'est ça, pour moi, la réalité de la plupart des pays africains dans notre Congo. Depuis la mort de Patrice Lumumba, je dis, des Congolais se sont à chaque fois soulevés pour être indépendants, pour se choisir des chefs. Pour quelques rappels, nous avons la constitution de Luabu, de Kananga, de 1964, qui faisait de notre pays un pays, une république fédérale, pratiquement, avec deux chambres, le Sénat et le Parlement, la Chambre des représentants. Et le Sénat représentait les provinces, il y en avait 22, et la Chambre des représentants, les députés représentaient un certain nombre de Congolais. Et puis, il y avait le niveau provincial, avec une assemblée provinciale, et au niveau territorial, on avait des districts et des territoires où il y avait des conseils. Et dans chaque cas, nous n'avions que deux partis politiques. Si ma mémoire est bonne, il y avait le centre droit qui s'appelait la CONACO, la Convention nationale congolaise, dont le président était M. Moïse Tshombe, qui était avant ça l'ancien président de l'État indépendant du Katanga lors de la sécession. Et puis le centre gauche, un peu plus nationaliste, c'était le cartel nationaliste, et dont le président était M. Joseph Kasavubu. Les deux ont fait que les élections se sont passées très bien. Imaginez-vous, au niveau du territoire, au niveau du district, au niveau de la province, et même au niveau national. Si bien qu'en 64, 65, vers novembre, nous avions déjà le bureau du Sénat national, le bureau du Parlement. Les provinces marchaient avec le gouvernement et leurs assemblées, les territoires, les districts avec leurs conseillers, leurs commissaires. Tout marchait. Il ne nous restait plus que à voter le président de la République. Le vote devait se faire au début du mois de décembre 65, et le président en exercice, le président élu devait entrer en exercice au début de janvier, particulièrement le 4 janvier, fête de martyrs d'indépendance, pour dire qu'on commençait une nouvelle législature. Et c'est, puisque cette constitution marchait si bien, imaginez-vous qu'il y a eu des gens du Sud qui sont fait voter au Nord, et c'était de l'Est qui sont fait voter au Sud. Tout simplement parce qu'il n'y avait que deux partis politiques. Et c'est ceux qui défendaient les idées de chacun de ces partis qui pouvaient se faire voter. C'est en ce moment-là que les chancelleries occidentales se sont crispées. Ils ont eu peur. Et ils ont demandé à leurs hommes de faire le deuxième coup d'État. Il n'y avait aucune raison
le 24 et le 25 novembre 1965 de faire un coup d'État. Il n'y avait plus de guerre dans le pays. Tout était calme. Mais le problème, c'est que Etchombe, qui était avant aimé de Belges, et Kasavubu, qui était avant aimé aussi de Belges américains, étaient devenus tous, pour se faire élire, devaient se présenter comme de vrais nationalistes. Et c'est ça qui est arrivé. Et Tchombe s'est présenté vraiment comme quelqu'un qui voulait défendre le dossier du contentieux belgo-congolais. Le fameux sous que la métropole n'a jamais remis, le portefeuille qui n'a jamais remis à la colonie, l'argent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y avait des sociétés de droit colonial qui étaient aussi nationalisées en Belgique. Parlons de Feu Sabena. Et ça, c'était Tchombe, donc il n'était plus l'homme, monsieur Yes Yes. Et puis, il y avait Kasavubu, qui après le drame de la mort de Lumumba avait compris que s'il voulait gagner quelque chose, il devait se montrer aux yeux des Africains comme celui qui veut défendre l'indépendance du Congo. Parce que Lumumba disait, si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la servitude, l'esclavage. C'est ainsi que Kasavubu se présentera à la fameuse conférence panafricaine, et je crois que c'était encore à Accra, et là il va prononcer un discours mémorable où il se présente comme le seul qui peut réparer les dégâts après la mort de Lumumba. Alors ce n'était plus l'homme sur qui les Occidentaux pouvaient compter non plus. Ça fait que les deux seuls candidats qu'on avait à la présidence de la République étaient des nationalistes, dans un système aussi démocratique, où le peuple gérait tout, de la base au sommet. Imaginez-vous que rien ne pouvait se faire sur les territoires congolais, même pas sur un petit patelin, sans l'aval du conseil du territoire. Et comme le territoire se trouve dans un district, il fallait aussi l'accord du conseil du district. Mais le district, c'est dans une province. Si l'Assemblée provinciale n'a pas signé, rien ne s'est fait. Ne parlons pas de ce qui s'est passé sur le plan national. Aucun accord, je dis bien aucun accord, ne peut se faire avec un pays étranger, une société étrangère, sans qu'en même temps ce soit endossé par et le Sénat et la Chambre des députés. C'est pour dire que ça devenait difficile de corrompre tous ces gens. D'abord, ils n'étaient pas de même parti politique. Il y avait deux partis politiques. Si vous voulez corrompre un gouvernement, eh bien l'opposition ne va tomber dessus. Et puis, comment vous allez le faire? Corrompre le Sénat. Mais ces gens devaient se faire élire. Ils savaient bien que si on apprenait qu'ils étaient corrompus, ce serait fini pour leur carrière. Corrompre les parlementaires, ça devenait impossible. D'où la démocratie n'était pas faite pour le noir. Enfin, pour ceux qui devaient rester esclaves. Il fallait de nouveau leur imposer un dictateur. Et c'est comme ça que Mobutu est arrivé. Et comme vous voyez, il n'a pas commencé directement par dire dictature. Non. Il a bougé. Il s'est mu, d'ailleurs, très doucement, jusqu'à faire voter une deuxième constitution qui consacrait deux partis politiques. N'est-ce pas? Et quand il fallait qu'on monte ces partis, c'est à ce moment-là qu'il a changé, qu'il a viré comme ça. Et je crois que c'est on ne l'a jamais souligné suffisamment, un des points de désaccord entre M. Etienne Tshisekedi et M. Mobutu, c'était la suppression du deuxième parti politique. Alors, Tshisekedi devenait non utile pour la dictature, et il y aura un changement de gouvernement. Tshisekedi qui était ministre de l'Intérieur, qui aura monté pratiquement toute la gestion de l'administration territoriale, se voit plus ou moins exilé.
il est nommé comme ambassadeur, je crois, dans un pays africain. Et si ma mémoire est bonne, ça doit être au Maroc. Autrement dit, oublié. Mais ça fait de nouveau... on a eu une victoire en 60 pour avoir l'indépendance. On a eu un coup d'État pour diminuer. Puis on a eu une victoire avec la constitution de Louabourg. Et on a eu le coup d'État. Et la pression a été tellement forte du peuple que finalement en 1977, Mobutu est obligé de laisser de l'Est. Je fais remarquer que c'est déjà 12 ans après sa prise de pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il autorise des élections libres de parlementaires. C'est en ce moment-là que la vague de parlementaires du style Étienne Tshisekedi, Anakle Makanda, et puis tous ceux qui ont fait partie du groupe des 13 parlementaires est sorti. Et ces gens-là ont réclamé que le Parlement puisse interpeller le gouvernement. La gestion du pays doit être claire. Cela n'a pas arrangé Mobutu. Et comme toujours, peut-être Dieu ne dort pas. Un cas de massacre se manifeste au Kasaï oriental. Une phonie vient de Sambo. Le Sambo, c'est en aval de la Mbujimayi et le Sanko. Et la phonie dit, est-ce qu'il y a une guerre quelque part, en amont, en Mbujimayi quelque part, parce que nous venons de ramasser beaucoup de cadavres criblés de balles. Et cette phonie est envoyée à Kinshasa, au service de sécurité, et les services de Mbujimayi entendent ça. Malheureusement, il y a une fuite, et cette fuite tombe au Parlement. Et le parlementaire du Kasaï oriental exige des explications du gouvernement. Mobutu se fâche et menace le parlementaire qui était élu, et donc qui ne dépendait pas de Mobutu, entre guillemets. Alors, les parlementaires disent, nous sommes immunisés, et nous demandons des explications au Parlement et au gouvernement, et non pas au président de la République. On ne voit pas qu'est-ce que le président veut faire là-dedans. Finalement, Mobutu... bon, je vous épargne les détails. Ce qui arrive à la fin, c'est que les parlementaires ont voulu réellement s'affirmer. Et c'est de là qu'ils ont écrit une lettre au président, une lettre ouverte au président de la République, dans laquelle ils prouvaient par A plus B que la gestion dictatoriale du pays ne pouvait pas faire avancer la cause du peuple ou de l'indépendance nationale. Et en ce moment-là, il y a une scissure. Il y a eu une tentative de récupération en disant qu'il pouvait faire une tendance dans le parti unique, mais les choses étaient déjà mal parties. C'est comme 82, si ma mémoire est bonne. La crise avait commencé en 79. En 82, au mois de février, les parlementaires qui étaient décidés d'être libres, ils font, comment est-ce qu'on va dire ça, fonder l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et là, c'est le divorce consommé. Mais au début, on avait cru que c'était une affaire d'un petit groupe, jusqu'au moment qu'on a vu, on a remarqué qu'en fait, ce petit parti qui avait commencé avec quelques parlementaires était vite répandu dans le pays. Pas seulement dans quelques régions, mais dans toutes les régions. Pas seulement dans quelques districts, mais dans tous les districts, dans tous les territoires. Ça a commencé réellement à inquiéter de nouveau les Occidentaux. Je vous fais remarquer que tant qu'il y a la dictature, on peut imposer à un peuple plein de lois qui ne vont pas toujours dans le sens de son bonheur.
Mais le fait que le peuple commençait à goûter à la démocratie, et j'ai oublié aussi de vous dire en fait, la vague qui a suivi la chute du mur de Berlin et puis la disparition de l'Union soviétique a fait que le mouvement démocratique était porté en pouls sur l'Afrique, et particulièrement au Congo. Et le régime devait se démocratiser. Et c'est ainsi qu'on arrive à la troisième victoire, pour moi. Commencer avec la fondation de l'UDPS, mais cette victoire culmine dans la convocation de ce qu'on appelait la conférence nationale souveraine, qui pour moi est une étape capitale, qui ressemble exactement à ce qu'a été la constitution de Luanda. Et cette conférence, on a beau chercher à l'arrêter, le peuple est décidé, et il y en a même qui sont sacrifiés. Je me rappelle du massacre du 16 février, je crois 92, où des chrétiens ont marché pour exiger l'ouverture de la conférence nationale. Et j'ai oublié de vous dire que depuis 60, Lumumba n'est pas mort seul. Il y a eu plein de gens, parmi les parlementaires, les sénateurs, parmi les peuples qui ont été tués parce qu'ils étaient diamétés. Et puis plus tard, il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils avaient défendu l'idée du MNC. L'un des plus célèbres, c'est M. Moulela, Pierre Moulela. Vous savez qu'il a été tué. Il y a eu des gens qui sont morts. Nous avons connu déjà une guerre en 60 pour ceux qui voulaient l'indépendance. Mais si on me pose des questions là-dessus, je peux encore expliquer pourquoi cette guerre n'a pas marché. Nous sommes à la conférence nationale qui aboutit sur l'élection d'un Premier ministre qui doit former un gouvernement. Et on a un Parlement sorti de la conférence nationale. Donc, de nouveau, on a la démocratie. Nous sommes à la situation de 60, nous sommes à la situation de 64, 65, et nous sommes en 92. On a de nouveau un Premier ministre qui peut dire qu'il est élu. Malheureusement, cela n'arrange pas l'Occident. Ils vont de nouveau demander à leur homme d'enlever le Premier ministre. Et M. Tshisekedi est enlevé à peine 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai oublié de vous le dire, j'ai failli oublier, il n'a reçu aucune reconnaissance d'un pays occidental. Si ma mémoire est bonne. Encore moins de l'aide financière. Ce qui fait que le pays s'est réhabilité lui-même. Les gens sont rentrés au travail et la monnaie a remonté la cote. Autrement dit, si on était resté toute une année, notre monnaie serait tellement bien que les gens seraient rendus au travail, seraient payés et avec un pouvoir d'achat réel. Mais il ne faut pas laisser les esclaves réussir la libération. Et c'est ainsi que Mobutu fera de nouveau son coup d'État contre le Premier ministre élu. Et Dieu ne dort pas. Je ne sais pas pour dire qu'il faut être content des malheurs des autres. Mobutu est déclaré malade. Et c'est une catastrophe. Les services de renseignement français téléphonent à Washington, toujours dans le sens de son bonheur. Mais le fait que le peuple commençait à goûter à la démocratie, et j'ai oublié aussi de vous dire en fait, la vague qui a suivi la chute du mur de Berlin et puis la disparition de l'Union soviétique a fait que le mouvement démocratique était porté en pouls sur l'Afrique, et particulièrement au Congo.
et le régime devait se démocratiser. Et c'est ainsi qu'on arrive à la troisième victoire, pour moi. Commencer avec la fondation de l'UDPS, mais cette victoire culmine dans la convocation de ce qu'on appelait la conférence nationale souveraine, qui pour moi est une étape capitale, qui ressemble exactement à ce qu'a été la constitution de Luanda. Et cette conférence, on a beau chercher à l'arrêter, le peuple est décidé, et il y en a même qui sont sacrifiés. Je me rappelle du massacre du 16 février, je crois 92, où des chrétiens ont marché pour exiger l'ouverture de la conférence nationale. Et j'ai oublié de vous dire que depuis 60, Lumumba n'est pas mort seul. Il y a eu plein de gens, parmi les parlementaires, les sénateurs, parmi les peuples qui ont été tués parce qu'ils étaient DMNC. Et puis plus tard, il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils avaient défendu l'idée du MNC. L'un des plus célèbres, c'est M. Moulela, Pierre Moulela. Vous savez qu'il a été tué. Il y a eu des gens qui sont morts. Nous avons connu déjà une guerre en 60 pour ceux qui voulaient l'indépendance. Mais si on me pose des questions là-dessus, je peux encore expliquer pourquoi cette guerre n'a pas marché. Nous sommes à la conférence nationale qui aboutit sur l'élection d'un Premier ministre qui va former un gouvernement. Et on a un parlement sorti de la conférence nationale. Donc, de nouveau, on a la démocratie. Nous sommes à la situation de 60, nous sommes à la situation de 64, 65, et nous sommes en 92. On a de nouveau un Premier ministre qui peut dire qu'il est élu. Malheureusement, cela n'arrange pas l'Occident. Ils vont de nouveau demander à leur homme d'enlever le Premier ministre. Et M. Tshisekedi est enlevé à peine 3 mois. Et pendant ces 3 mois, j'ai oublié de vous le dire, j'ai failli oublier, il n'a reçu aucune reconnaissance d'un pays occidental, si ma mémoire est bonne. Encore moins de l'aide financière. Ce qui fait que le pays s'est réhabilité lui-même. Les gens sont rentrés au travail et la monnaie a remonté la cote. Autrement dit, si on était resté toute une année, notre monnaie serait tellement bien que les gens seraient rendus au travail, seraient payés et avec un pouvoir d'achat réel. Mais il ne faut pas laisser les esclaves réussir la libération. Et c'est ainsi que Mobutu fera de nouveau son coup d'État contre le Premier ministre élu. Et Dieu ne dort pas. Je ne sais pas pour dire qu'il faut être content des malheurs des autres. Mobutu est déclaré malade. Et c'est une catastrophe. Les services de renseignement français téléphonent à Washington pour dire votre homme est irrécupérable. Alors vous imaginez quelle panique. Qui peut remplacer Mobutu? Qui peut être comme Mobutu? L'homme providentiel, ceux qui ont compté pendant 50 ans pour gérer le Congo et l'Afrique. Il faut trouver un remplaçant. Et comment on va faire? Premièrement, on regarde parmi les généraux de Mobutu. Qui peut faire quoi? Et on tient une réunion, 2 réunions à Bruxelles, 3 réunions, 3e réunion à Paris, 4e réunion à Washington et 5e réunion à Paris. Et conclusion, les généraux disent le peuple là, avec son opposition ne respecte que Mobutu. Nous ici nous ne valons rien. Si on se met, c'est tout le monde qui va se soulever. Alors vous imaginez ce que ça... Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que tous ces généraux, pour la plupart, ils ne valaient que ce que Mobutu pouvait valoir. Sans lui, il ne valait rien. Alors, on se tourne vers les politiciens, eux qui sont
Pour la plupart des intellectuels, peut-être que c'est une solution. Malheureusement, le système est monté de telle manière que quand ces intellectuels se retrouvent, ils constatent qu'ils sont incapables de gérer le pays sans l'armée. Alors, si on laisse Mobutu mourir de sa belle mort comme président de la République, l'opposition interne prendra le pouvoir et la démocratie, le processus démocratique qui était arrêté avec la démission la démission du Premier ministre ou le renvoi du Premier ministre de la conférence nationale allait reprendre. Alors, vous pouvez imaginer que cela créerait de nouveau la panique. Durant la maladie de Mobutu, il y a un geste que M. Tshisekedi va faire, un geste très important. Il va voir Mobutu malade. Le pays est en guerre. Il va dire à Mobutu de faire tout pour ne pas mourir, de gagner la guerre. C'est pratiquement l'essentiel de ce qu'il lui a dit. Si tu veux mourir, attends que la guerre finisse. Pas avant. Nous sommes prêts à vous aider. Alors, bien sûr, Mobutu est resté réfléchir. Il était étonné de voir que la guerre venait de l'Est. Il ne comprenait pas pourquoi, tout d'un coup, les Occidentaux pour lesquels il avait tout fait, pouvaient laisser tomber. Je crois qu'il n'avait pas réalisé que tant qu'il défendait certains intérêts, il était important. Et aussitôt qu'il ne pouvait plus les défendre, il ne valait plus rien. Alors, pourquoi la guerre vient de l'Est? Je vous ai dit qu'il y a eu 2 échecs. Dans l'armée, personne ne pouvait faire le coup d'État. Les politiciens, de l'autre côté, ne pouvaient rien faire. D'où il fallait utiliser des pays africains. Mais qui était le pays africain qui était le plus intéressé par le Congo? Le Rwanda, bien sûr, qui avait presque la moitié de sa population immigrée au Congo. Et l'Ouganda, quel pays avait le vent en poupe venant des États-Unis. Et c'est ainsi que on va demander à l'Ouganda et au Rwanda d'envahir le Congo. Ce n'est pas pour envahir seulement. On leur a dit, arrivez à Kinshasa. Et puis, nous allons arranger les problèmes là-bas. En fait, le premier projet, c'est qu'il fallait fonder l'Empire Rima. Les gens ont déjà entendu parler de cet empire qui devait sévir sévèrement le Congolais. Et au même moment, on allait préparer les anciens mobutistes à revenir sur la scène en venant, soi-disant, pour défendre le peuple comme de vrais nationalistes contre les humiliations Tutsi. Malheureusement, les calculs des services de renseignement occidentaux et particulièrement de la CIA étaient mauvaises. Lorsque le Rwanda l'armée rwandaise traverse la frontière congolaise, l'armée ougandaise, à Kinshasa, c'est l'union sacrée. Et l'opposition démocratique s'est liée avec le gouvernement de Mobutu pour défendre le pays. Je me souviens toujours de cette messe à Saint-Joseph où on a vu coup à coude les gens de l'opposition et du gouvernement pour dire on va se défendre contre le Rwanda. Parce que dans les calculs, c'était prévu qu'il suffirait qu'un bout de territoire congolais soit envahi par l'extérieur pour que le reste du territoire se disloque. Entre autres, on parlait souvent de l'indépendance et même de l'autonomie et de la sécession du Kasaï. Malheureusement, les gens se sont unis. Ils avaient déjà trop souffert pour se diviser. Et c'est ainsi qu'on va changer de politique. Ils vont chercher des Congolais
pour prendre la place. Comme ça, on peut tromper le peuple que sont d'autres Congolais qui veulent renverser Mobutu. Rappelez-vous, les premiers mois de guerre, on ne parlait pas de Kabila. Nous voyons Dissachi, Nandou et Kabila. Au deuxième mois, dans des manifestations à Ouvira, à Bukavu, avec des banderoles, la démocratie, ou rien, ou encore, ou le vivre de peste. Mais en fait, c'était une politique. Il fallait faire tomber, faire une division entre l'opposition démocratique et le gouvernement de Mobutu. C'était plus ou moins ça. Parce que les autres sont arrivés jusqu'à Kinshasa en criant « c'est pour la démocratie que nous venons ». Alors vous imaginez, l'opposition a dû se demander ce qu'il y avait. On était méfiants dans l'opposition. Mais on va quand même dire au président ce qu'il faut. C'est ainsi que quand le président revient à Kinshasa, il voulait se venger des Occidentaux. Puisque l'on ne voulait pas de l'opposition démocratique, je vais nommer M. Tshisekedi Premier ministre, on va voir ce que vous allez faire. Et c'est dans ce moment-là que l'on voit l'armada de l'OTAN à Brazzaville. Et quand Mobutu voit ça, il dit tout ça c'est de l'intimidation. Retenez, l'OTAN est à la porte de Kinshasa. Parce qu'on veut nommer un Premier ministre élu à la conférence nationale qui reprend sa place. Et lorsqu'on a nommé le Premier ministre, et que le Premier ministre propose à Kabila et à son groupe les grands ministères de la Défense et les autres ministères importants, la réponse de Kabila c'est non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour la démocratie. C'est pas ça son problème. D'ailleurs, ceux qui l'ont mandaté ont dit, s'il entrait en contact avec l'opposition interne, c'est fini pour lui. Ceux qui s'est manifesté, quand il est arrivé à Kinshasa, il ne voulait recevoir personne de l'opposition. Il n'a pas reconnu la conférence nationale, imaginez-vous. Regardez les drapeaux qu'il nous a imposés. Je ne crois pas que ce soit celui de Lumumba. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que le mouvement qui vient avec les Rwandais et les Ougandais n'a rien à voir avec la démocratie. C'est un mouvement qui a été créé pour empêcher que le processus démocratique au Congo aboutisse. Mais, comme je vous ai dit, Dieu ne dort pas. Ce n'est pas encore une fois que je me réjouis du malheur des autres. Kabila, en gérant le pays, a vite compris que les contrats qu'il avait signés n'allaient pas dans le sens du bien du pays. Et il a demandé de renégocier les contrats. Ce qui a énervé les maîtres. Qu'un petit esclave, mis chef d'autres esclaves, puisse refaire l'histoire. Exactement comme dans le cas de Lumumba. Il a été tué. Pourquoi? Pourquoi Lumumba a été tué? Il n'était pas si dangereux que ça. Pourquoi Kabila a été tué? Est-ce qu'il était tellement dangereux? Non. Dès que vous commencez à donner à votre peuple les droits à la vie, vous voulez qu'il cesse d'être l'esclave, vous n'êtes plus l'homme qu'il faut. Alors, ça c'est en peu de mots l'histoire du Congo. Parce qu'après, vous vous rappelez, peu avant que Kabila meure, il y a eu une autre guerre. C'était pour qu'on le remplace. Et cette guerre a failli réussir. Vous vous souvenez? Tous les Brazzaville étaient occupés. Presque. Si le camp occidental n'avait pas commis l'erreur de mettre des Mobutistes dans le coup, l'Angola n'aurait jamais réagi.
Mais l'Angola qui connaissait que les Mobutistes étaient de connivence avec Savimbi est entré en guerre et ça dérangeait un peu le plan. Ce qui avait donné une survie à Kabila. Mais finalement, vous avez vu qu'il a été tué. C'est pas fini. La guerre continue. Et plus la guerre continue, plus on a l'impression que ceux qui parlaient de la non-violence avaient raison. Autrement dit, l'opposition démocratique avait raison. Et c'est ainsi que le dialogue intercongolais sera basé sur les propositions de l'opposition démocratique. Et on sait comment le dialogue s'est terminé. À l'accord inclusif et global, nous le trouvons avec un gouvernement où il n'y a pas d'opposition démocratique, ni à la présidence, ni au ministère. Ce n'est que partie remise. La lutte va encore continuer jusqu'au moment où tout le peuple congolais sera libre et indépendant. Nous allons nous choisir un jour nos chefs. Nous allons les contrôler, les sanctionner, que ce soit positivement ou négativement, juridiquement, politiquement. Mais la dynamique de la liberté est toujours là pour faire fonctionner le moteur de l'histoire du Congo. Pour moi, je reste optimiste. Comme d'ailleurs Mabeke Kalanda le disait, je crois en 1965, dans la remise en question, base de la décolonisation mentale. À chaque période de l'histoire du Congo, il y a toujours des fils de ce pays, du Congo, qui savent que notre peuple doit être souverain. Et c'est cela, notre espoir. Disons que durant la guerre Kabila, première et deuxième guerre pratiquement, il y a à peu près 4,5 millions de morts. Bien sûr, la presse occidentale parle de 3,5 millions, mais ce n'est pas un problème de quantité. Le monde, il faut qu'il devienne plus humain, plus humaniste. Il faut que la mort d'un homme, que ce soit au Japon, en Chine, en Afrique, ou encore en Amérique du Sud ou du Nord, fasse de la peine à tous les hommes. Tu peux recommencer. Ah, il y a quelque chose de ça. Non, tu avais un petit truc blanc là. Oh, Oui, oui. C'est, je pense, le petit... c'est le mouchoir. Oui, ça y est toujours là. Oh, qui est bien. Peut-être tu utilises un peu d'eau. Ça va mieux? Allez, c'est parti. Oh, on recommence alors. Oui. Donc, le génocide, à toi de jouer le jeu. Ouais, j'y vais. Oui, oh, on a enregistré. Ok, action. Il y a eu 4,5 millions de morts au Congo durant la guerre Kabila, première et deuxième guerre, qu'on appelait les guerres africaines en fait. Et la presse occidentale parle de 3,5 millions, mais ce n'est pas un problème de quantité. La mort d'homme, c'est toujours une mort d'homme. Que ce soit un Japonais qui meurt, un Sud-Américain, un Chinois ou un Allemand qui meurt, ou encore un Américain ou un Canadien, c'est toujours un homme qui meurt. Je crois que si le monde pouvait devenir plus humain, plus humaniste, l'information changerait beaucoup. Et comme vous voyez, la mort des 4 millions d'hommes en Afrique, au Congo, n'a pas alarmé la presse occidentale. C'est dans l'indifférence totale. En fait, ça me rappelle une anecdote. Je suis aux études à Strasbourg, en France, dans les années 90. Et il y avait un ancien de la colonie, un agent de service français, à qui je venais de reporter les dernières nouvelles du Congo, qui avait eu de massacre fait par le gouvernement
Mobutu et il m'a répondu sèchement. Et ça, c'est une histoire vraie. Qu'il y ait 1 million ou 2 millions de nègres de plus ou de moins, que ça peut changer l'histoire du monde. Je vous dis, ça m'avait fait très mal. Mais ça m'avait aidé à comprendre. C'est que dans certaines chancelleries, certaines personnes, et pas tous, peuvent penser. Mais pour comprendre les génocides congolais, il faut remonter à la source. Il s'agit de problèmes d'argent. Il faut tout faire pour que les richesses du Congo sortent du Congo à prix le plus vil possible, et même gratuitement. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas d'État, qu'il n'y ait pas de gouvernement, qu'il n'y ait pas un peuple. Il faut que le peuple n'existe pas. Ce pays-là, pour certains, serait mieux avec son diamant, son cobalt, son coltan, son or, mais sans son peuple. Je crois que c'est Mobutu lui-même qui disait « Tout va bien au Congo, sauf les Congolais ». Mais moi je crois que les hommes de conscience dans le monde doivent le sentir. Moi, si j'avais un père bandit, à ce moment, je crois que je peux lui demander d'où il reçoit l'argent qui m'amène pour manger à la maison. Le peuple occidental devait faire autant, demander des comptes à leur gouvernement sur l'argent qu'il retire de l'Afrique. Je sais qu'il y a des organisations humanitaires et humanistes dans le monde occidental qui s'intéressent à cette question. Mais il faut que le mouvement soit général. Parce que nous agissons tous en fonction de l'information reçue. Moins il y aura d'informations sur ces massacres, moins on y sera sensible. L'origine du massacre remonte à longtemps. Au siècle dernier, il y avait un mouvement raciste parmi les intellectuels européens. Ce mouvement est arrivé à faire croire que certains groupes de Noirs en Afrique étaient en fait d'origine blanche. C'était des caucasiennes. On les appelait même caucasoïdes. Et ça créait des complexes chez certains Noirs, ce qu'ils appellent les nilotiques. Comme s'il y avait un groupe noir spécifique pour les territoires des nègres en Afrique. Alors que nous savons qu'il y a des Noirs qui ont des yeux de Chinois, il y a des Noirs qui ont des nez des Européens, tout en gardant leur peau noire. Il y a même des Noirs qui ont une peau très claire, mais ils sont toujours noirs. On ne va pas dire que les Congolais noirs de peau sont d'une race différente des Congolais qui sont clairs de peau. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un noir, c'est un noir. Un blanc, c'est un blanc. Mais nous sommes tous des hommes. Et ça a raté au siècle dernier. Et c'est cette mentalité qui a été importée dans la colonie, particulièrement au Rwanda, où on a fait croire aux uns qu'ils étaient des blancs, et par fait même qu'ils avaient plus de droits que d'autres, et aux autres qu'ils étaient des noirs et qu'ils n'avaient aucun droit. Malheureusement, quand dans une société, les uns ont tout et les autres n'ont rien, c'est la dynamique de l'explosion. Et on connaît tous les drames que le Rwanda a connus dans les années 60. Et puis, plus tard, avec les génocides. Et c'est ce drame-là qui a été transplanté au Congo. Ils sont venus pour combattre. Les Tutsis sont venus pour combattre les Hutus. Je vous fais remarquer qu'ils se marient entre eux, qu'ils ont la même langue, qu'ils ont la même culture. Donc, ce n'est pas un problème de langue, ce n'est pas un problème de tribus. Si c'était un problème de langue, de tribus, de culture, c'est au Congo que ça devait ne pas marcher. Il y a presque 260 langues. Et pourtant, vous trouvez bien les gens du sud du Congo
parlaient couramment le Swahili à l'Est. Et les gens de l'Est du Congo parlaient du Tchoulouba au Kassai. Et ceux du Kassai parlaient le Lingala. Donc ce n'est pas un problème des tribus. Le seul problème qui existe à mon avis, c'est le problème d'organisation. Il doit y avoir quelqu'un ou un groupe de gens quelque part qui trouve bénéfique que les Congolais ou les Africains ne soient pas organisés suffisamment pour se choisir des chefs qu'ils peuvent contrôler, pour se choisir des chefs qu'ils peuvent sanctionner de manière positive ou négative, pour choisir des chefs qui peuvent sanctionner sur le plan juridique ou politique. Et c'est là le problème. Quand on se bat tous contre tout, contre c'est tout simplement une des organisations qui nous viennent d'ailleurs. D'ailleurs, je crois, dans les années 60, un livre est sorti, toujours Mabiga Canada. Balba et le roi, une ethnie vers un nouvel équilibre. Et il y a des preuves pour dire que les deux ethnies, c'était une seule. Et que la guerre a été inventée de toutes pièces par les colonisateurs. Nous trouvons la même chose d'ailleurs au Katanga, pendant la conférence nationale. Ce sont les mêmes peuples. Il y a des Baluba au Katanga, il y a des Baluba au Kassai. Et pourtant ils sont battus. C'est pour dire que la guerre, la question politique au Congo et en Afrique, ce sont des questions aussi géopolitiques. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire du Congo. Vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de ces génocides si en même temps vous ne regardez pas quelle influence les grandes sociétés occidentales ont sur la vie politique et la désorganisation de nos sociétés. Mais moi je suis convaincu que tôt ou tard, le côté juste va triompher. Parce que les hommes évoluent. Les Européens se battaient hier, ils ne se battent plus aujourd'hui. Et je suis sûr qu'un jour, les Noirs qui se battent contre les Blancs et les Blancs qui se battent contre les Noirs ne se battront pas. Mais pour ça, il faut que les Noirs s'organisent. Donc, en résumé, ce n'est pas par la force qu'on va changer le monde. Un vrai humaniste doit croire que ce n'est pas en broyant la chair humaine qu'on transforme les idées de l'humanité. L'esprit est la seule chose qui reste. Tout le reste est voué à la mort. Et moi je suis sûr qu'il faut changer la mentalité, changer l'esprit des gens. Pas seulement au Congo, pas seulement en Afrique, mais il faut le changer aussi dans les pays occidentaux, où le peuple est si mal informé. La prochaine bataille, la prochaine guerre mondiale, ça sera la guerre de l'information pour tous, pour que tous puissent agir suivant leur conscience. Et là, l'humanité va se refaire. Et là, la véritable histoire humaine pourra commencer comme le début d'une nouvelle humanité. Et j'ai confiance. Ça peut se faire ce soir, ça peut se faire demain matin. C'est peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, mais tôt ou tard, ça se fera. Et on ne parlera plus du génocide, parce que tous, on aura compris qu'on est tous frères et on est tous un. La science le prouve. Les hommes, nous avons une même origine, le même génome. Les hommes, nous sommes les mêmes. Regardez un noir, couper son visage en deux. Si vous regardez le dessus de son visage, c'est un blanc en noir. Et le dessous, c'est un asiatique en noir. Nous sommes les mêmes. Regardez la teinture de la peau, depuis l'équateur jusqu'au pôle. On dirait tout simplement
un dessin. Un message pour les Congolais. Mes frères, vous êtes réellement mes frères. Vous êtes mes compatriotes. Nous avons un défi. Celui de nous organiser. Chaque fois qu'il y aura une organisation congolaise qui s'est faite, politique, sociale, chaque fois qu'il y aura une organisation congolaise pour la défense de droits, chaque fois qu'il y aura une organisation congolaise pour la défense des travailleurs, notre liberté va avancer. Plus nous serons organisés, plus nous serons libres. Autrement dit, l'autre mot, le synonyme de notre souveraineté, de notre indépendance, c'est notre organisation. C'est pourquoi nos partis politiques sont très importants. Organisons-nous, choisissons-nous des chefs, contrôlons les chefs, sanctionnons les chefs, et nous serons des peuples libres, comme un peuple libre, comme tous les peuples libres du monde. Quand on vous parle du monde libre, le Congo doit devenir un monde libre aussi. Courage. Nous vaincrons. Je vous remercie. Et nous avons le Rwanda et l'Ouganda. Tout à l'heure, je parlais un peu de l'histoire du Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda. C'est bizarre. Regardez la carte d'Afrique. La carte d'Afrique est faite pratiquement sur celle de l'Europe. Vous avez l'Allemagne, et à droite de la Belgique, vous avez la France au sud, et à l'ouest de la Belgique, vous avez la Grande-Bretagne. Vous pourrez trouver à peu près la même division. Au Congo, en Afrique, au centre, c'est le Congo belge qui est devenu la République démocratique du Congo. À droite, c'était des colonies allemandes. Au sud, c'était des colonies anglaises. À l'ouest, c'était des colonies françaises. Et quand il y a eu vague de démocratisation, seuls les pays d'obédience communiste ont dû changer. Mais tous les autres pays qui avaient des dictatures de droite sont là. Et comme je l'ai expliqué, quand vous avez un peuple d'esclaves, on lui impose des chefs. Mais ces chefs sont des esclaves parmi d'autres. Donc nos dictateurs africains, en fait, ne sont que des chefs d'esclaves. Mais ils sont pas moins esclaves. Parce que vous savez, dans la vie, il y a deux manières d'être grand. Tu peux rendre tout le monde autour de toi petit. Mais alors, tu es le plus grand et des petits. Ce qui fait que tu n'es qu'un petit homme. Comme tu peux aussi rendre tout le monde autour de toi grand, et tu seras le plus petit des grands, mais tu es parmi les grands. Et chacun de nous, dans sa vie, à la fin de sa vie, doit pouvoir répondre qu'est-ce qu'il a fait du monde autour de lui, petit ou grand. Et moi, je ne crois pas que le dictateur comme Museveni ou Kagame rende vraiment le monde grand autour d'eux. Regardez comment un chef d'État peut accepter d'aller faire une guerre dans un pays voisin, sans raison. Expliquez. Est-ce que, en tuant les autres, on ressuscite ces morts? Dites-moi. Les Hutus ont tué les Tutsis. Mais quand les Tutsis tuent les Hutus, est-ce que les Tutsis ressuscitent? Est-ce que quand les Hutus tuent les Tutsis, est-ce que les Hutus ressuscitent? Je ne pense pas. Je crois que c'est tellement un problème d'humanisme. Il y a la formation d'âme. Il faut avoir. Si on veut être grand, rendons les autres grands. Et je crois que ce n'est pas la démocratie qu'on rend un peuple grand. Parce qu'on est capable
d'être jugé par les gens qui nous voient. Tant qu'on est dans la dictature et qu'on n'est pas jugé, on n'a pas de référence, on ne peut pas être humain, c'est exclu. Je ne connais pas beaucoup de tyrans dans l'histoire, même les plus philosophes, qui ont été des grands hommes. Alors, moi, je préfère ne pas être un accident de l'histoire. Il faut changer le monde dans lequel on vit. Et on ne peut le changer que quand on est fondamentalement bon. Je souhaite que nos dictateurs d'Afrique comprendront qu'il faut laisser le peuple se gérer. Il faut libérer le peuple. Ce n'est pas un honneur d'être un chef esclave pour des esclaves. Je préfère être un petit chef d'un petit peuple libre. Et c'est l'essentiel de mon message aujourd'hui. J'espère que les Rwandais et les Ougandais qui me comprennent savent, comme Congolais, je n'ai rien contre les Rwandais, rien contre les Ougandais. Mais c'est dommage, on ne mérite pas les chefs qu'on a. Ils obéissent à d'autres impératifs. Nous parlons presque les mêmes langues. Nous avons presque les mêmes coutumes. Nous sommes les mêmes gens. Pourquoi est-ce qu'il faut nous battre? Pour l'argent. Qui en aura jamais assez? Dis-moi, qui en aura assez? Mobutu est mort, il avait plein d'argent. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Si nous pouvions apprendre des leçons de l'histoire. Donc c'est pour dire aux Congolais, ne vous en prenez pas aux Rwandais, ne vous en prenez pas aux Ougandais. Ils n'y sont pour rien. Ils ont des chefs qu'on leur a imposés. Et ces chefs obéissent à un agenda qui n'est pas celui de leur peuple. Autrement dit, irresponsable. Je vous remercie. Mais il faut se faire accepter. Il faut se faire accepter. Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ce qu'ils font? Je ne comprends pas pourquoi. Et puis, on vous accepte, on vous supporte. Changez. Faites grandir les autres. Faites grandir les autres. Mais on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Si Kagame est rwandais, les Hutus sont rwandais. Donc le malheur de Hutu devait être son malheur. Tu as un cousin, tu as un frère, ton frère est mort, ton cousin est mourant. Si tu es insensible à la mort de ton cousin, comment tu peux me dire que tu n'aurais pas aimé la mort de ton frère? Ils parlent la même langue. Ils ont la même culture. Ils ont la même culture. J'ai étudié avec des amis Tutsis et des amis Hutus à Kinshasa. Et je vous dis, vraiment, ils sont tous très sensibles. Mais il faut trouver une solution pour se réconcilier. Il faut trouver une solution. Et dans nos coutumes, ça existe. Bien sûr, si vous dites que vous êtes des Blancs, les Blancs n'ont pas de solution pour des choses pareilles. Ils n'ont pas de solution. Mais nous, on a des solutions. Dans nos coutumes, avec nos chefs coutumiers, on peut arranger n'importe quelle situation le plus rapidement possible. Pourquoi ça ne se fait pas au Rwanda? Où sont les chefs coutumiers tous? Où sont les chefs coutumiers Hutus? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'arranger? Parce que justement, le peuple n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui commande. Et là, comme l'histoire est faussée, c'est normal que la situation générale s'oppose. C'est ça le grand problème. Donc l'Afrique est en train d'échouer. Ce n'est pas notre Afrique des Africains. C'est l'Afrique que les Blancs ont voulu, ou les Occidentaux ont voulu, implanter
pour le succès. Et cette Afrique-là échouera toujours. Parce que le peuple, la misère n'a jamais appris comme peuple à penser correctement. Je crois que la phrase n'est pas de moi, ça doit être de Max Gallo, quelque chose comme ça, dans la guerre. Vous savez, quand un peuple devient trop pauvre, hein, et ne pense pas correctement, tu sais pourquoi? Quand on a faim, l'intelligence descend les eaux. Regardez les Européens. Par millions, ils ont quitté l'Europe pour venir en Amérique. Ils avaient faim. Ils n'ont pas compté les kilomètres, ils n'ont pas compté les distances. Il en sera de même de tous les pays du monde. Les plus pauvres, chacun de nous doit sauver sa vie. Partiront aussi loin qu'ils peuvent. Et si la vie qui reste ne peut être que sur Mars ou sur la Lune, vous verrez que l'immigration va arriver là. Et si on veut arrêter l'immigration, il faut que chacun se sente chez lui, là où il est. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire que chacun, chez lui, se sente chez lui. Sinon, ils vont chercher leur chez lui, là où ils peuvent vivre. Il n'y a personne au monde qui a le droit de condamner un autre à la mort. Personne. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui meurt de faim de rester chez lui et d'attendre la mort? De quel droit vous pouvez dire ça? Il a le droit de sauver. C'est pourquoi quand on parle là d'immigration clandestine, immigration économique, tout ça, c'est quoi? C'est tout à fait humain. Qui de vous, affamé, ne va pas chercher